J'avais pas du tout d'amis. J'étais vraiment une sans amis là-bas. Je postulais à tout et n'importe quoi. Et à beaucoup de postes où j'étais overqualified, surqualifiée, voilà. Pourquoi tu faisais ça? Je pense que inconsciemment, je le faisais parce qu'il y avait un gros manque de confiance en moi-même. Ça a été très difficile, très très difficile. Dans le sens où tu quittes une certaine sécurité, tu sais pas ce qui t'attend. Parce que du coup, Je me dis, mais déjà, est-ce qu'il y a même 10 ans ou 15 ans, t'aurais imaginé être là où tu es aujourd'hui? Et la réponse est non. bonjour et bienvenue dans Déraciné. Alors aujourd'hui dans mon salon à Brooklyn, j'accueille Hafsa. Hafsa qui m'a fait l'honneur de revenir aujourd'hui pour filmer ce deuxième épisode de podcast parce que comme vous le savez, j'ai perdu mes 4 premiers épisodes de podcast. Je les ai tous refilmés et c'était le dernier que je n'avais pas encore filmé. Donc merci Hafsa d'être venue aujourd'hui, de m'avoir fait l'honneur de m'accorder de ton temps. Je sais que ton temps est précieux. Donc merci à toi d'être venue aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, Hafsa, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, de la manière dont tu as envie, pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent te découvrir? Donc moi, c'est Hafsa. Je suis maman de 2 enfants de 6 et 8 ans. Ça fait maintenant 9 ans que j'habite à New York, exactement. Et je suis la fondatrice de Marbré, une marque de pâtisserie française spécialisée dans les madeleines. Des madeleines délicieuses. On y Merci. reviendra un petit peu plus tard. Ok, donc tu arrives ici à 9 ans, tu suis ton mari pour le boulot. À quoi ressemblait ta vie en France avant de partir pour New York? Avant de venir ici, je travaillais à Paris, à La Défense, dans un cabinet en gestion de projet. J'avais la chance déjà de travailler dans un environnement assez international, puisque je bossais en mobilité internationale, ce qui m'a permis, quand je suis arrivée ici, tout simplement retravailler dans le même secteur. Donc toi, Hafsa, tu grandis dans le 91 à Évry, tu es l'aînée de la famille, tu grandis dans une famille sénégalaise, donc tu es franco-sénégalaise. Donc quelle étude tu vas suivre pour arriver à devenir project manager? Après le bac, j'ai passé un bac ES. Je me suis dirigée vers une école de commerce. Donc j'ai été en école de commerce et ensuite j'ai aussi fait une licence en histoire-géographie. Tiens donc, je savais pas ça. Je savais pas ça. Bon, je découvre avec vous, Hafsa. Hein. Ouais. Mais j'aimais beaucoup l'histoire géo. Enfin, c'était une de mes matières préférées à l'école, avec l'économie. Donc voilà. Ok. Donc, tu arrives ici il y a 9 ans. Dans quel état d'esprit t'es quand tu arrives ici? T'es excitée? Tu suis, mais t'as pas envie? C'est quoi ton mood? J'étais un peu triste parce que je quittais ma famille. Je suis quelqu'un qui est très famille. J'adore être en famille et je savais qu'en venant ici, je serais seule. Ça allait être juste mon mari et moi. Et ça a été le cas. Quand je suis arrivée, au bout de 2 mois, je suis rentrée à Paris. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Hafsa, quand t'es arrivée, t'es pas arrivée à New York City. T'es pas arrivée à Manhattan, t'es pas arrivée à Brooklyn. Tu peux nous raconter tes 2 premiers mois où t'es arrivée et où tu pensais que tu allais arriver? Donc, on est arrivé à Rochester. Moi, au début, quand j'ai accepté, entre guillemets, l'expatriation, c'est parce que je pensais que c'était New York. En fait, Rochester, c'est dans l'État de New York, mais c'est pas New York. Et après, moi, je me suis dit, bon, c'est 1 heure de New York, parce que effectivement, c'est à 1 heure de New York, mais en avion. En jet privé, quoi. En jet privé, voilà. En voiture, c'est 6 heures. Il y a plein de gens qui confondent un peu comme ça l'État de New York et la ville de New Voilà, York. exactement. Ouais. C'était trop calme pour toi? Trop calme, je sais pas, il y avait même pas de trottoir. Enfin, Ah oui, donc c'est les villes. c'est les villes où tu fais rien sans voiture, en fait. C'est tout le monde est en voiture. Quand tu sors, c'est au centre commercial ou au restaurant. Il y a pas, c'est pas comme ici à Brooklyn où je passe mon temps à marcher limite. Après, je pense que New York, c'est un peu particulier par rapport au reste de l'Amérique. Il n'y a pas vraiment en fait beaucoup de villes au final où tu marches. Mais c'est vrai qu'à New York, on a la chance de pouvoir juste prendre le métro, marcher. On n'a pas vraiment besoin de voiture. Exactement. D'ailleurs, moi, j'ai pas de voiture, par exemple. Mais il y a beaucoup de villes comme ça où tout se fait uniquement en voiture. Donc, tu arrives là-bas, j'imagine que tu n'as pas d'amis. Tu peux pas marcher dans la rue. Ta famille te manque. La dépression. La dépression, voilà. La dépression. La C'est pour ça dépression. au bout de 2 mois, j'ai décidé de rentrer, mais bon. Donc, ok, donc tu es là-bas, ça te plaît pas. Enfin, en tout cas, c'est pas ce à quoi tu t'attendais. Et j'imagine la solitude aussi parce que tu es habitué à être entouré de gens et à être avec ta famille. Comment tu as fait pour aller
pour, je sais pas moi, est-ce que tu as commencé à te faire des amis? Est-ce que tu as sociabilisé? Comment tu as fait pour passer outre ça? J'avais pas du tout d'amis. J'étais vraiment une sans amis là-bas. Et ça, c'était hyper difficile à vivre parce qu'en fait, je pense que quand tu arrives dans un nouveau pays, tu te fais des amis en allant au travail ou si tu as des enfants, parce que je l'ai remarqué plus tard quand tu as des enfants avec les autres mamans. Mais là, c'était pas mon cas. J'avais pas d'enfants, j'avais pas de travail. Ah non, c'était hyper difficile pour moi. J'ai pas réussi à m'adapter là-bas. Du coup, à quoi ressemblaient tes journées? Parce que j'imagine ton mari allait bosser et Exactement. toi, tu étais à la maison. J'étais à la maison toute la journée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ta famille, en France? En fait, je me souviens, j'ai jamais été aussi proche de ma mère qu'à cette période-là. Je l'appelais tous les jours. Je l'appelais tous les jours, on pouvait rester mais des heures et des heures au téléphone. Je faisais la cuisine, elle était avec moi et puis là, du coup, j'ai pris ce temps pour apprendre à faire beaucoup de plats, sénégalais que je faisais pas avant. Parce que là, j'avais clairement le temps. Et là, fallait de toute façon, tu Ouais. pouvais pas les manger ailleurs. Donc c'est aussi ça, c'est que quand tu es Exactement. loin de ta famille, parfois, moi, j'ai envie de manger un truc que ma mère, elle est habituée à me faire, comme hier. Par exemple, j'ai fait des crêpes marocaines, c'est des barres, des crêpes avec des trous. D'habitude, c'est ma J'adore mère ces qui les crêpes fait. d'ailleurs. Mais il y en a plus. D'habitude, c'est ma mère qui les fait. Et bah là, je suis seule, je suis livrée à moi-même. Bah allez, c'est la débrouille. Tu te débrouilles, tu vas dans la cuisine et puis tu fais, tu vois. Tu m'as dit qu'à un moment, bah va, t'es rentrée à Paris, voilà, même te ressourcer. À un moment, t'as eu besoin après 2 mois seulement de rentrer. T'es revenue ici. Et tu m'as dit que ton mari a eu un nouveau deal avec son boulot, qu'il a réussi à négocier New York, New York. Ah non, mais ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit: «On ne reste pas ici. On retourne à Paris, on va dans une grande ville ou on retourne à Paris» et du coup, vu que je travaille en mobilité internationale, je sais très bien que, le conjoint suiveur doit effectivement se sentir bien dans le pays d'accueil, sinon l'expatriation peut pas bien se passer tout simplement. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il en a parlé avec son boulot et on lui a trouvé, une autre mission, sur New York City cette fois-ci. Et c'est vrai que c'est, comme tu disais, c'est important que le conjoint se sente bien parce que tu suis. Moi, c'était mon cas aussi, tu vois? J'ai suivi, mais j'ai vu quand même que la boîte de mon mari, ils ont quand même mis en place, tu vois, un certain nombre de choses, ne serait-ce que, déjà certains avantages, même le fait, je sais pas, d'avoir des cours d'anglais gratuits, enfin vraiment tout pour que tu te sentes bien. Donc ils ont accepté. Tu es arrivée à New York, donc tu es arrivée à Brooklyn, c'est ça? Ou à Manhattan? Non, à Brooklyn. Je À suis arrivée à Brooklyn Brooklyn directement et et là, oui, là, ça en fait, je pense que quand je suis arrivée à Brooklyn, ça s'est mieux passé dans le sens où, déjà j'étais enceinte de mon premier bébé et ma sœur et 2 de mes frères sont venus. Donc j'avais passé tout l'été avec eux, directement quasiment dès que j'ai emménagé à New York. Ils étaient là, ils sont restés un bon bout de temps, ils m'ont, accompagnée, sur la fin de ma grossesse. Donc ça s'est super bien passé et puis, et du coup, enfin, quand j'ai eu mon bébé, bah, tu te fais des nouveaux amis parce qu'il va à la crèche, tu rencontres d'autres personnes, c'est beaucoup plus facile. c'est vrai. Non, c'est vrai que le fait d'avoir des enfants, ça aide vraiment, pour À rencontrer des gens. l'intégration, ouais. Oui, souvent on me demande: «Ah, comment tu fais pour copiner un peu ici, pour créer un cercle, tout ça?» Et c'est vrai que quand on est, maman avec, les enfants et puis souvent on va dans des écoles où, voilà, on fait du français, tout ça, c'est encore plus facile de connecter avec, des gens qui ont la même culture que nous. Oui, exactement. Donc là, tu as ton premier bébé, ta famille est venue, tu t'es sentie ressourcée. Comment tu trouves un 1er boulot? Ah, alors ça a été, je crois que j'ai pas trouvé de boulot. Ah si, j'en avais trouvé un. En fait, faut savoir que quand je suis arrivée et que j'ai Ouais. commencé à chercher du travail justement, je postulais à tout et n'importe quoi et à beaucoup de postes où j'étais, overqualified, surqualifiée, voilà. Et donc du coup, on me rappelait pas et moi je comprenais pas. Je me disais: «Mais je comprends pas, je postule à tout, on me rappelle pas» jusqu'à qu'un jour quelqu'un me rappelle et me dise que je suis surqualifiée pour ce poste. Pourquoi tu faisais ça? Je pense qu'inconsciemment, je le faisais parce qu'il y avait un gros manque de confiance en moi-même. Je me disais alors vraiment avant d'arriver, à New York, je travaillais en anglais moi. Tous mes emails que j'envoyais, c'était en anglais. Je travaillais beaucoup avec l'international. Je gérais plus d'une trentaine de pays avec qui j'échangeais quotidiennement. Donc, mais je pense qu'inconsciemment, oui, j'avais pas confiance en moi, pas confiance en mon anglais. Donc après, ce que j'ai fait, j'ai pris des cours d'anglais, des cours de business English, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce qu'il y avait beaucoup de prises de parole. C'était des situations comme si tu étais au travail. Donc ça m'a beaucoup aidée.
Et là, j'ai postulé et j'ai trouvé quelque chose dans un cabinet pareil, exactement ce que je faisais, à quelques détails près. Voilà, donc tu disais que tu envoyais des mails déjà quand tu étais, en France, donc pour toi, tu avais quand même un plutôt bon niveau d'anglais. Après, je sais qu'il y a quand même une différence entre, envoyer des mails et devoir parler. C'est vrai qu'en France, on apprend moins, à parler. Tu vois, nos enfants à l'école, ils prennent souvent la parole devant tout le monde. C'est quelque chose qu'on apprend, aux enfants à faire très tôt. Je pense que nous, on nous apprenait beaucoup, peut-être plus de l'écrit et pas assez d'oral. Mais au final, tu avais juste besoin en fait de reprendre un peu confiance, en toi et je pense que les cours, ça sert aussi à ça. Moi, quand j'ai pris mes cours au début, c'était aussi juste parce que j'avais besoin d'un peu, prendre, confiance en moi. Bon, il me manquait aussi du vocabulaire, mais mais j'en avais pas vraiment conscience à ce moment-là. OK, donc là, tu as ton premier boulot. Donc je trouve mon premier travail, j'étais tellement contente de pouvoir sortir de la maison, m'apprêter Mmh. pour aller au travail, avoir des collègues. J'avais l'impression que, toutes mes journées, c'était m'occuper de la maison, aller déposer mon fils à la crèche, aller le chercher. J'avais pas, quelque chose qui me permettait de m'épanouir moi, personnellement. Surtout qu'à la base, tu étais une femme, active quand tu étais en France et donc tu arrives ici, c'est vrai que ça fait un peu, tu sais, surtout quand tu es un peu seule, tout ça, tu as besoin de sortir un peu, quoi. Exactement. Donc j'étais très contente et très, très investie dans ce dans ce premier travail et surtout c'était, très intéressant pour moi parce que quand j'étais en France, du coup, c'était toujours dans le même secteur. Quand j'étais en France, j'étais du côté français et les États-Unis, souvent, c'est eux qui ont les gros clients, donc c'est eux qu'on appelle le bureau, coordinateur. Et là, du coup, j'étais dans ce bureau qu'on critiquait, je sais pas si je peux dire ça, Pourquoi pas? à longueur de journée avec mes collègues. Du coup, cette fois-ci, j'étais de ce côté-là. J'écoutais mes collègues, critiquer les Français, tous les congés qu'on a, Ouais, justement, pourquoi est-ce que, les Américains, là, tes collègues, pourquoi est-ce qu'ils critiquent leurs confrères, français? parce qu'ils comprennent pas que quand on envoie un email, ils mettent 2 jours, à répondre. Ils comprennent pas ça et qu'au mois d'août, il y ait personne pour répondre à tes emails. Donc là, tu as ton enfant, tu as un boulot, tout va bien, tu commences un peu à te créer un petit cercle, grâce à ton fils et là, une deuxième maternité. Voilà, une deuxième maternité. J'ai changé de travail aussi. OK. Après ma deuxième maternité, je crois que mon fils, il avait 2 mois quand j'ai repris le boulot. Justement, c'est ça que j'allais te poser comme question. C'est vrai qu'ici, souvent, on dit: «Tu pas droit à un congé maternité». Bon, ça dépend en vrai, surtout des boîtes. Il y Mmh. a quand même des boîtes qui voilà, on a une copine à nous là qui est enceinte qui nous a dit hier qu'elle allait avoir 6 mois, par exemple. J'imagine en collant un peu ses vacances et tout. Toi, à quoi tu as eu droit justement quand tu es partie accoucher? On t'a dit quoi? Non, en fait, moi, j'étais entre 2 boulots. OK. Quand j'ai mon fils, il avait 2 mois, j'ai repris un nouveau travail Mmh. et j'ai pas c'était pareil. En fait, la maternité pour moi, ça me ça m'étouffe vite de rester à la maison et de rien faire. OK. Donc Donc tu veux dire que tu as eu envie de revenir après 2 mois? exactement. OK. C'était mon désir de revenir, au travail après 2 mois. Toi, aujourd'hui, tu es maman de 2 petits garçons de Mmh. 6 et 8 ans, et on s'est beaucoup rapprochés parce que, nos enfants sont dans la même classe. Donc pareil, j'ai 2 petites filles de 6 et 8 ans. D'ailleurs, nos enfants s'entendent même très, très bien, ce qui ce qui facilite un peu tout. Donc toi, tous les ans, par exemple, je te vois rentrer, en France et au Sénégal. Donc comme on le disait, tu es franco-sénégalaise. On va commencer avec la France. Est-ce que pour toi, c'est important que tes enfants, rentrent en France tous les ans? Oui, c'est très important parce que du coup, toute ma famille quasiment est en France. Mmh. Donc il faut créer des liens et puis, le fait qu'on soit, ici à l'étranger, on est un peu seul. On rate déjà beaucoup de tout ce qui se passe, en France avec la famille et eux aussi ratent beaucoup d'étapes, des enfants. Ils les voient pas grandir de la même manière que s'ils avaient été en France. Pour moi, c'est très important qu'ils puissent créer des liens avec la famille, leur mamie, les tatas, les tontons, les cousins, cousines. Moi, j'ai grandi entourée de tout ça.
Et d'ailleurs, on les voit souvent, parce qu'ils vont au foot, ils sont à fond dans le foot. On les voit souvent avec leur maillot de la France les jours de foot. On les voit avec leur petit maillot de la France, Mbappé, ils représentent. Ou Ils du aiment bien parler. PSG. Lui, ils adorent le PSG, ils adorent parler de l'équipe de France. Donc, tu sens qu'ils savent, même s'ils habitent à New York, ils représentent bien ce côté de leur culture. D'ailleurs, pour la Coupe du Monde qui arrive bientôt chez nous, aux On États-Unis, n'a pas de ticket. Si mais quelqu'un on va en trouver. si quelqu'un a un bon plan pour nous pour qu'on puisse avoir des tickets, parce qu'on s'inscrit sur les listes de la FIFA. Ouais. Et on n'a jamais été tiré au sort, ne serait-ce que pour avoir l'opportunité d'accéder au site web pour pouvoir peut-être acheter un ticket. Bon, on va en trouver, Donc, si quelqu'un est là, ou si la FIFA veut sponsoriser le podcast, on veut bien aller voir l'équipe de France, s'il vous plaît. Pas que la France, il y a aussi le Sénégal. Le Maroc, la Tunisie. On va aller voir tout le monde. On va voir la France, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, tout le monde, on va aller voir. On va supporter nos équipes et les équipes des copines aussi. Voilà. Et est-ce que c'était important pour toi de mettre, par exemple, tes enfants, parce que là, on est dans une école américaine qui a un programme de français. Est-ce que c'était important pour toi que tes enfants continuent à parler le français et pas se dire, bon, bah écoute, ils parlent anglais, ils vont se faire comprendre au final dans le monde entier. Pourquoi c'est important pour toi qu'ils parlent français? Bah parce que je pense que à travers la langue, on partage beaucoup. Et pour moi, le français, c'est ma première langue. Déjà, j'avais envie que à ce niveau-là, il y ait une connexion entre mes enfants et moi, mais aussi avec la famille restée en France. Ma mère ne parle pas anglais, donc faut bien qu'ils puissent échanger, communiquer. Et oui, du coup, c'était très important. Oui, et surtout, il faut savoir, comme je le disais dernièrement, c'est que c'est dur, en fait, de garder le français. Donc, vous parlez français à la maison, comme nous, mais malgré ça, l'anglais a souvent tendance à prendre un peu le dessus, notamment, tu sais, quand ils parlent entre eux, tu comprends pas, en fait, pourquoi d'un seul coup, ils switchent en anglais. Et aujourd'hui, on parle français à la maison. Mais voilà, parce que je pense que c'est plus facile. Donc, c'est vrai que c'est un combat de tous les jours pour garder un bon niveau de français. Oui, et il n'y a pas que ça. Je pense que pour moi aussi, l'anglais, c'est pas ma première langue, donc forcément, je vais pas parler aussi bien anglais que quelqu'un qui est né ici. Enfin, D'ailleurs, ils le savent. ils le savent, bah oui, ils se moquent de moi tous les jours sur Moi mon aussi. anglais. Moi aussi, ils se moquent de moi. Ils me disent tous les jours. c'est pas milk, c'est milk. Ouais, mais moi aussi, elle me Ouais, fait ça. comme ça. Mais j'entends même pas. Moi, je lui dis la dernière fois, c'est la salade. Tu sais, je fais Non, c'est pas salade, c'est Oui. salad. Salad. Salad, un truc comme ça. J'ai dit c'est salade. Elle fait non, c'est pas salade. Je Ouais. dis bah, c'est quoi? Elle fait c'est salad. Ah oui, plein de mots comme ça. En fait, c'est l'intonation, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. C'est l'intonation. Et des fois, je vais dire des mots comme ça, comme milk. Ils vont me regarder, ils vont pas comprendre. Oui. Ah, ils font ça. Ils me regardent et ils disent de quoi, hein? Et je dis milk. Ils disent Parfois, j'ai l'impression qu'ils se foutent de ma gueule, tu vois. Mais Ah ouais. vraiment, Moi- elles ne comprennent pas. Hein. Parfois, je dis des mots qu'elles ne comprennent pas. moi, il m'a dit, en gros, je sais plus comment il m'a dit ça, mais en gros, il a compris que je parlais pas très bien anglais. J'ai commencé, je parle pas très bien anglais. Après, il me dit, mais tu sais, tu as un accent quand tu parles anglais. Et je lui dis, bah toi aussi, tu as un accent quand tu parles français. Moi aussi, c'est ça. Après, je leur dis, estimez-vous heureux déjà de parler aussi bien français et anglais, surtout que je me suis délocalisée. Non, mais en fait, ça me rappelle, je sais pas, j'imagine que tu le faisais aussi avec tes parents, mais moi, ça me rappelle aussi des erreurs que ma mère pouvait faire à l'époque. Alors, je me moquais pas d'elle. Elle se moque pas vraiment de moi, c'est un petit jeu entre Oui. nous, mais tu vois, on lui faisait la remarque, ah non, on dit pas ça comme ça, et elle nous disait, allez, laissez-moi tranquille, dégagez. Pareil, c'est pareil. Nous, elle disait quelque chose, on allait se regarder avec mes sœurs ou mes frères, on allait rigoler. Et maintenant, j'ai exactement la même chose des fois. Ils se rallient contre moi pour. Ouais. Mais bon. Ok. Je t'ai vu également cet été partir au Sénégal, l'été dernier. Je sais que ça te tient à cœur aussi beaucoup d'aller là-bas. En quoi c'est important pour toi de transmettre en fait cette culture sénégalaise à tes enfants? J'essaye de tout faire pour qu'ils puissent ressentir cette connexion, avoir une vraie connexion avec le Sénégal, comme moi j'ai pu l'avoir quand j'étais plus petite. Je pense que le fait que mes parents nous emmenaient au Sénégal quand j'étais plus jeune a permis de développer cet amour envers le Sénégal et puis ce sentiment d'appartenance aussi. Parce qu'on ne sera pas toujours là et j'aimerais que, même quand je suis pas là, qu'ils partent d'eux-mêmes au Sénégal et qu'ils emmènent plus tard leurs enfants comme moi je le fais avec eux aujourd'hui.
C'est une culture différente aussi et c'est bien pour eux qu'ils puissent voir, des gens qui vivent différemment, qui ont des valeurs différentes de celles qu'ils peuvent, côtoyer ici et d'ailleurs, ils adorent aller au Sénégal, ils s'amusent super bien là-bas, ils voient toute la famille et d'ailleurs cet été, en plus, ils ont fait un soccer camp, ils ont comment on dit ça? Un camp de football? Non, un camp de football, ça se dit Non? pas. Un camp, Heu, soccer camp, non? non, ça se dit pas un camp Un de football. stage de football. Voilà, un Mmh. stage de football là-bas. Soccer. Et d'ailleurs, cet été, ils ont fait un stage de football là-bas aussi. Donc, ils font des activités et ils ont adoré. Tes enfants font du français, mais ils apprennent également l'arabe, ils ont des cours. Donc, je sais qu'ils ont des cours en ligne, parce que parfois je t'appelle et tu me dis: je te laisse, faut que je les connecte. Faut que je les connecte. Ouais. Moi, j'ai la même chose avec le français. Ils ont Attends, cours faut que je les tous les connecte sur jours. Zoom. Et donc, ils ont des cours d'arabe tous les jours. Oui, Et ils ont aussi, le week-end, ils ont des cours en présentiel. oui. Ils apprennent l'arabe. Donc, ils apprennent, oui, la langue arabe, mais c'est également des cours de religion, puisqu'on est musulmans, et aussi tout ce qui est autour de l'islam. Quand on a une identité comme ça plurielle, est-ce que tu trouves que c'est difficile? Parce que je pense qu'on transmettra jamais aussi bien que, enfin, moi je vois ça comme ça, je me dis que je vais jamais transmettre aussi bien que mes parents, parce que je suis loin, parce que mon identité, elle s'est aussi enrichie d'autres cultures, notamment la culture française, parce que je suis née, j'ai grandi en France, comme toi. Donc transmettre tout ça, est-ce que tu trouves que c'est difficile? Pas vraiment, parce que comme tu disais, on pourra jamais la transmettre, tu pourras jamais, toi, pour ton cas, transmettre la culture marocaine ou tunisienne comme tes parents l'ont fait, parce que vous avez pas déjà la même identité culturelle. Mmh. Donc oui, on peut pas transmettre comme nos parents l'ont fait. Ma mère, ce qu'elle m'a transmis, elle, c'est sa culture sénégalaise parce que elle est née et elle a grandi au Sénégal, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, à ma culture sénégalaise que ma maman m'a transmise, on va dire la culture française, c'est ajouté à cela, ce qui fait que pour mes enfants, la culture que je vais leur transmettre, c'est une culture franco-sénégalaise. Mmh. Point, de ce que moi j'ai reçu. Et je sais que ça va être différent encore une fois avec eux. Enfin, je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais si jamais ils restent aux États-Unis, ils auront la culture franco-sénégalaise que je leur ai transmise, plus leur culture et les codes américains qu'ils auront acquis ici. Après, je pense qu'on n'a même pas besoin de rester. Je pense que la culture américaine, elle est déjà bien ancrée en eux. Non, mais c'est vrai, tu le vois même chez tes enfants dans la manière, je sais pas, dont ils peuvent voir le monde ou te répondre. Tu vois qu'ils sont déjà bien imprégnés de cette culture américaine. Et je pense que, comme tu dis, à chaque fois, tu te délaisses peut-être un peu parce que, au final, toi aussi, tu t'enrichis de la culture dans laquelle tu baignes, et ce que te transmet ta mère, c'est pas forcément ce que toi, tu vas transmettre à tes enfants. Moi, je me dis toujours, au final, je fais de mon mieux. Je suis pas obligée de faire exactement comme mes parents ont fait, parce qu'il y a peut-être eu du bon, il y a peut-être eu du moins bon aussi. Mais au final, ça fait des cultures, une transmission de plus en plus complexe, mais hyper intéressante, je trouve. Très riche. Mmh. Et c'est pour ça, encore pour revenir au voyage qu'on fait fréquemment, que ça soit en France ou au Sénégal, c'est justement pour qu'ils se sentent rattachés à ces deux cultures, tout en Tout en ayant l'ouverture d'esprit, voilà, d'accueillir les nouvelles cultures qui se présentent à eux dans la vie, ou qui s'imposent à eux dans la vie, de par le lieu où ils peuvent vivre, ou parce que toi, tu leur inculques, et les lieux où ils peuvent vivre, par exemple. Mmh. Et je pense que le plus important aussi, c'est de prendre, quand on a la chance d'avoir, une identité, plurielle, ce qui est important, c'est de prendre les bons côtés de chaque, culture. Oui. Quand ça nous arrange, on prend Voilà, un peu par là, exactement. un peu par là. Ça, ça, j'oublie ça. Et c'est une chance. Quand ça m'arrange, je suis française, et quand ça m'arrange, je suis sénégalaise. Non, mais j'essaye de transmettre, voilà, les bons, parce qu'il y a pas que malheureusement, il y a pas que du bon dans toutes les cultures. Donc, j'essaye de transmettre, en tout cas moi, ce qu'il y a de bon dans chaque, culture, et voilà, et ça fera c'est des citoyens du monde. Non, ils sont déjà citoyens du monde, je pense. Mais oui, comme tu dis, oui, tout n'est pas, en tout cas, tout n'est pas forcément en adéquation avec tes idées, et donc tu choisis au final ce que tu as envie de transmettre ou pas. Et après, ce qu'on choisit de transmettre, est-ce que c'est vraiment ce qui sera transmis? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fait de notre mieux. We try. Donc aujourd'hui, tu es une femme accomplie, tu es Machallah. Attends, j'ai des cheveux dans les yeux là. donc aujourd'hui,
tu es une femme accomplie, tu as réalisé tes rêves, tu pèses une blinde, tu gères des millions. Elle a dit, t'as réalisé tes rêves. Tu vois, on dit, ah bon, des Ah ouais. millions, les podcasts sur YouTube. Aujourd'hui, ce travail de project manager, tu l'as quitté. Il y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est assez frais, on peut dire. Il y a 2 jours. Ouais, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, depuis 2 jours, tu n'es plus project manager. Ça a été difficile ou pas d'envoyer ce mail? Ça a été très difficile, très, très difficile. Dans le sens où tu quittes une certaine sécurité, d'avoir un emploi, un revenu régulier tous les mois et puis tout ce qui est à côté, la retraite, voilà. Et tu te lances, tu sais pas ce qui t'attend. Parce que du coup, toi, tu as lancé Marbré il y a 1 an et demi et tu as commencé à développer cette activité en même temps que ton activité de salarié. Donc voilà, tu n'as pas voulu tout lâcher d'un coup. Tu voulais quand même être sûr que, voilà, d'avoir assez de clients, que ça prenne et d'être sûr de ton projet pour pouvoir quitter ton 9 to 5, comme on dit. Déjà, je voudrais savoir comment t'es venue l'idée. Regardez comment c'est chic. Donc, comment t'es venue l'idée de créer Marbré New York? Alors, Marbré New York, faut savoir que moi, de base, j'adore pâtisser. Pâtisser, pour moi, c'est, je sais pas, quand je suis stressée, je pâtisse. J'aime bien pâtisser tôt le matin ou tard le soir, que moi dans ma cuisine. C'est ma petite science sur le côté. Quand j'ai emménagé à New York il y a 9 ans, j'ai pas réussi à trouver, enfin, à part dans les boulangeries françaises ou les pâtisseries françaises, on n'a pas des pâtisseries ou des boulangeries à tous les coins de rue, Ouais, c'est ça, surtout. comme en France. On a quelques bonnes pâtisseries françaises, mais c'est un effort du coup d'aller dans telle pâtisserie qui se trouve, je ne sais pas, dans tel quartier. Donc on a des bonnes pâtisseries françaises, mais est-ce qu'elles sont à chaque coin de rue? Non. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est un effort d'aller, je sais pas, chez La Durée ou d'aller chez telle pâtisserie française. Il y a plein de bonnes pâtisseries françaises, mais faut aller les chercher, quoi. Voilà. Et dans les autres pâtisseries, souvent, c'était trop sucré pour moi. J'avais l'impression qu'on sentait que ça. Donc, j'ai décidé de faire mes propres pâtisseries. Je les faisais comme ça. Quand j'étais invitée chez des amis, j'amenais un gâteau, quelques pâtisseries. Et durant le Covid, comme tout le monde, j'avais beaucoup plus de temps puisque je travaillais de la maison. J'ai commencé à plus pâtisser. J'ai créé une page Instagram que, à l'époque, j'avais appelée Pastries by French Accent. Ce qui était French Accent, c'était mon nom sur Instagram. Et ça a très bien pris, mais j'ai arrêté au bout de 3 semaines, 1 mois. J'avais trop de commandes et j'étais pas du tout organisée. Je faisais de tout. Je faisais des macarons, des chaussons aux pommes, des cakes, des gâteaux d'anniversaire. C'était trop éparpillé. Donc, j'ai tout de suite arrêté parce que j'avais toujours mon travail à côté. Ensuite, en fin 2023, si je me trompe pas, oui, en décembre 2023, l'idée m'est revenue dans la tête. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose en pâtisserie. Et donc, pour être sûre que j'aimais vraiment ça, je suis rentrée en France, je suis allée voir Silax. Il a sa pâtisserie dans le 94. Délicieuse pâtisserie d'ailleurs. Et je lui ai demandé si je pouvais faire un petit stage dans sa pâtisserie. Donc, j'ai fait ça pendant qu'une semaine. Mais j'ai adoré. Ouais. Mais une semaine, ne serait-ce que pour voir si c'était ce que tu avais envie de faire. Voilà. Je me levais super tôt pour aller jusque dans le 94. Enfin, j'ai adoré cette semaine. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, je veux le faire, mais pas comme la première fois. J'ai appris de mes erreurs. Je vais faire un monoproduit. Je vais me spécialiser dans quelque chose. Je veux être connue pour quelque chose. Et en faisant mes petites recherches, on a des cookie shops, donut shops à New York, mais on n'a rien en Madeleine. Donc je me suis dit, je vais prendre ce produit que tout le monde aime et je vais offrir plein de déclinaisons, comme on fait avec les cookies ou les donuts. Les macarons. Ou les macarons, voilà. Et c'est un produit un produit français qui est moins connu que les croissants ou les macarons. Donc c'était un défi, mais je pense que le défi a été bien relevé, car aujourd'hui, je peux le dire, Marbré, c'est quand même la référence quand on cherche des bonnes madeleines artisanales de qualité.
D'ailleurs, c'est notre petite blague parce que parfois, quand je vais dans des boulangeries ou des trucs et je vois des petites madeleines, je t'envoie la photo, je te dis: «Regarde ma papa et des madeleines» et elles sont franchement pas terribles, on va pas se mentir. Non, mais c'est vrai, souvent, je trouve les madeleines, elles sont un peu bon. Après, toi, Mmh. tu en as fait ta spécialité, donc c'est normal que tu excelles Bah aussi dans oui, cet exercice-là. Donc, tu avais déjà lancé, ta petite page Insta. Je me souviens parce qu'à l'époque, je te suivais parce que, on se connaît quand même depuis quelques années. On s'est beaucoup rapprochés depuis l'année dernière, mais on se connaît depuis longtemps et on se partageait un peu à l'époque. Moi aussi, je pâtissais un peu les gâteaux qu'on faisait. Donc, je me souviens que tu avais déjà cette petite page. Mais c'est vrai que comme tu dis, il y avait pas t'étais pas structurée, c'était vraiment voilà la petite baker qui fait un peu de tout. Alors que là, tu t'es quand même revenue. Moi, quand je t'ai vu arriver là sur les réseaux sociaux, avec une identité forte, avec une structure, on sent là que t'es passée à l'étape ou même aux 2-3 étapes au-dessus en fait. Oui, en fait, le but, c'était vraiment, de faire, j'aime bien dire, quand on me dit de faire un pitch en marbré, j'aime bien dire que mon pitch, il est très court. Je veux faire de marbré la durée des madeleines. Très court, mais c'est Donc et pour ça, il fallait, voilà, que je travaille bien le branding, que je travaille, le packaging. Pour moi, c'était important qu'on puisse déguster ces madeleines avec les yeux d'abord, avant de pouvoir les goûter. Donc oui, c'est un pitch court, mais c'est un pitch puissant. Et c'est bien, faut voir grand, faut voir, tu vois, loin. Mmh, Si tu crois pas d'ailleurs qui va le faire pour toi. Donc c'est c'est clair. important de vraiment croire en son Mmh. projet. Ensuite, donc là, combien de déclinaisons de madeleine tu offres? S En fait, je fais souvent des pop-up et sur les pop-up, on a 8 différentes madeleines à chaque fois. OK, donc les pop-up, c'est les petits marchés que tu peux Oui, faire, les voilà. food, market que tu peux faire dans New York, notamment cet été, tu as fait Smorgasburg qui est très connu à Williamsburg où, voilà, c'est vraiment la crème de la crème de tous les food trucks et les pop-up stores, voilà, qui viennent, faire, je sais pas, des sandwichs, des pâtisseries, des lobster rolls, enfin voilà et en plus c'est au bord de l'eau, c'est vu sur Manhattan, donc c'est vraiment C'est très joli. un très bel endroit à Mmh. faire. Tu as fait notamment pas mal de pop-up partout, que ce soit dans Brooklyn ou dans Manhattan, donc je pense que tu t'es vraiment fait la main, ça t'a permis aussi d'aller au contact du client. Ça a été quoi les premiers retours justement des parce que j'imagine que beaucoup de gens connaissent les madeleines, beaucoup d'Américains. Alors les Français, on connaît tous la madeleine, c'est vraiment le petit souvenir de notre enfance, voilà. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'Américains aussi qui ne connaissent pas la madeleine. Oui et souvent quand je les ai sur les stands, ils me demandent: C'est quoi ça?» et je leur dis: Ce sont des madeleines». Ils me disent: «Mais c'est quoi?» et expliquer à un Américain c'est quoi une madeleine et souvent ils disent: «Ah, c'est des cookies» et pour moi, non, c'est pas des cookies parce que des cookies C'est sec, c'est voilà. sablé. Alors que là, je leur dis, et maintenant ce que je leur dis que c'est des, little sponge cake. Voilà, parce que c'est entre le cake et le cookie, mais c'est moelleux et d'ailleurs, oui, elles sont très moelleuses mes madeleines, c'est un peu, une de leurs, particularités. C'est vrai. C'est la force, je pense, de tes madeleines, c'est ça. Parce que moi, il faut savoir que je faisais des madeleines avant, tout comme j'aime bien faire des crêpes, tout comme j'aime bien faire, voilà, du pain, enfin plein d'autres choses. Mmh. Depuis que j'ai rencontré Assa et que j'ai goûté ces madeleines, je n'ai plus jamais refait de madeleine. Parce que et tout le monde me disait que mes madeleines, elles étaient bonnes et je me suis rendu compte, elles étaient so average, quoi. Elles étaient, finalement, elles étaient bonnes parce que j'utilise Ah, des je suis bons sûre qu'elles produits, étaient tout ça. délicieuses. Non, mais aucun rapport avec les tiennes, aucun rapport avec les tiennes. D'ailleurs, tu le sais très bien ça. Parce que même moi, maintenant, quand je vais manger des madeleines quelque part, notamment la dernière fois, je suis partie prendre le tea time au Ritz, voilà, c'est mon petit plaisir en allant à Paris. J'ai dit: «Tiens, on va aller faire un petit tea time avec, une copine américaine, pour son anniversaire» et il y avait une madeleine et tout de suite, quand tu l'as vue dans les stories, tu m'as dit: «Elle était comment la madeleine?» Et en vrai, en plus, elle était un peu sèche, je dois dire la vérité. Elle était pas mauvaise, elle était juste sèche. En fait, c'est ça qui m'a frappée, c'est qu'en fait, tes madeleines et franchement, elles sont super bonnes. Elles Tes fondent dans la madeleines bouche. ah non, mais c'est vrai, elles sont hyper, moist quoi. Elles sont Ouais, c'est le vraiment, retour que j'ai, moelleuses. mmh. Elles sont moelleuses, c'est pas la madeleine là qui te tu sais, qui t'étouffe, c'est la madeleine attends, j'ai touché au micro, c'est pas la madeleine qui t'étouffe là, c'est la madeleine, tu vois, elle, attends, j'en ai acheté combien il y a 2 jours? Je crois que tu m'as pris une boîte de 18 si je me 18 trompe pas. madeleines. Tu sais combien il en reste? 0. 0. Mon mari, il était en business trip là à Montréal. Même toi, tu m'as dit: «Garde-lui-en 1 ou 2». Au début, Bah il en oui! restait 2 et demi. Après, elles sont repassées par là, les petites, elles en ont mangé 2. Après, la moitié, il est arrivé, il a ouvert la boîte, il a trouvé la moitié d'une, mais il s'est dit: «Elle se fout de ma gueule celle-là». Et je pense que honnêtement, je pense que j'ai dû en manger genre une dizaine toute seule. Ah ouais, quand même. Ouais, parce que moi, j'ai pas de limite. C'est comme quand chez la nana qui ouvre le paquet de granola et qui finit. Qui Je sais finit, pas, c'est pas t'arrêter. non, comme dirait ma mère, la quies, tu vois? Doucement, un petit peu. Ça, je sais pas faire. Moi, c'est j'ouvre et tout C'est ça. tout ou rien.
Donc là, je vais vous mettre un petit insert pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemblent les madeleines. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a chocolat, on a marbré. Marbré, c'est vraiment la préférée Les filles? des enfants. Marie, elle aime beaucoup celle-là. Moi, celle que je préfère, et tu me l'as pas ramenée, je tiens à le préciser. C'est là, tu sais très bien c'est laquelle, mais tu l'as pas ramenée. Je sais, c'est la miel fleur d'oranger. Ouais, la orange blossom, elle Ouais. est mais délicieuse. C'est ma préférée aussi, tu sais. C'est en plus, elle a un petit côté un peu oriental. Ouais. C'est vrai, et c'est pas pour ça que je l'aime bien. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Elle a une identité. Non, elle a une vraie identité cette madeleine. Non, mais elle est vraiment bonne. Elle est, en fait, c'est voilà, on sent un peu la fleur d'oranger, tout ça, mais c'est subtil et c'est sucré, mais c'est pas trop sucré. Et c'est vrai, on va pas se mentir, souvent les pâtisseries américaines, elles sont trop sucrées. On n'a Trop on n'a sucrée. pas le même niveau de sucre en général, hein, je fais des généralités, et de sel même. Tu vois, quand tu commandes à manger, souvent tu vas te faire livrer des trucs, parfois c'est trop salé pour nous, notre palais français, où on est peut-être habitué à avoir moins d'exhausteurs de goût, moins de sel, moins de sucre, tu vois. Donc vraiment, elle est sucrée parce qu'elle est trempée Elle est dans glaise, un ouais. sirop avec une recette secrète. Mais elle est, voilà, elle est glaze, quoi, elle est glacée dans un petit sirop, mais ça reste, tu vois, Ouais. pas trop sucré. Et en tout cas, j'aime beaucoup cette madeleine. Je vois qu'il y a une petite vanille. On peut là, on a un thé marocain. Vas-y, c'est parfait. Qu'est-ce que je te propose? Une petite Hem, marbrée, une petite chocolat? je vais bien prendre une marbrée, merci. Oups! Ouh là, rends-moi la boîte. Ah, carrément. Merci. C'est pas, tu repars avec, hein. Chin, chin. Mmh. On va pas mettre ça dans la caméra, hein. Pourquoi pas? Donc si vous nous écoutez sur les apps de podcast, désolée, j'ai un peu la bouche pleine. On est en train de goûter les madeleines d'Afsa. Franchement, elles sont délicieuses. Si vous passez un jour par New York, alors je sais qu'on a des madeleines en France et que c'est vrai que nous, pour nous ici français, trouver ce genre de produits, c'est toujours hyper cool. Mais en tout cas, si vous voulez un jour que vous passez par là, n'hésitez pas à contacter Afsa. Je vous mets sa page Instagram, ou si vous voulez la suivre sur les réseaux pour suivre ses aventures, et de nouvelles aventures arrivent, ou lui donner juste un petit coup de pouce, et ben n'hésitez pas à aller la suivre sur sa page Instagram Marbré. Genre, les meufs, elles mangent, elles ont arrêté le podcast. OK, donc on comprend comment t'es venue l'idée de marbrer. On sait ce que tu fais aujourd'hui parce que tu vends donc directement aux clients via ton site web, ta page Instagram, et beaucoup de bouche à oreille, et également sur les pop-up. Tu sens que tu avais en toi, tu as toujours eu envie d'entreprendre, ou est-ce que ça s'est imposé à toi à un moment donné? Non, moi, je pense que j'ai toujours été une entrepreneuse, dans l'âme depuis toute petite, en fait. Je me souviens, je partais, les étés quand je partais en vacances au Sénégal. Tu sais, tout le monde va faire ses vacances, tranquillement. Moi, j'allais au marché avec, de l'argent qui était supposé être mon argent de poche pour sortir et tout, que ma mère me donnait, et j'allais au marché, j'achetais des affaires, et je les revendais aux copines de ma mère. En France? En France, ouais. Non, à ma mère et ses copines d'ailleurs. Je leur vendais, et pareil, à un moment, je vivais à Londres, j'ai compris qu'il y avait des produits pour les cheveux qu'on avait à l'époque, qu'on avait à Londres mais qu'il y avait pas en France. Et pareil, j'achetais des produits, je les amenais en France et je les revendais, Donc tu faisais déjà du biz, quoi. ouais, voilà. L'entrepreneuriat, des fois, j'aime bien dire que, c'est pour les fous. Qu'il faut être fou pour vouloir entreprendre, tellement c'est intense. C'est vraiment, aujourd'hui, tu peux être hyper contente parce que, voilà, je vais recevoir, un email, d'une grande marque de luxe qui veut travailler avec Marbré, qui veut des madeleines Marbré pour ses événements, et le jour d'après, je vais faire un pop-up, qui était censé avoir, des milliers de personnes, et non, en fait, il y a personne. Ouais, c'est un peu les montagnes russes d'un Voilà, point de vue émotionnel. exactement. Donc faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Il y a un jour où j'ai envie d'ouvrir 10 boutiques Marbré parce que je me dis: «C'est bon, c'est sûr, ça marche», et le jour d'après, j'ai envie d'abandonner. Mmh. C'est vrai, je le vois moi. Je le Ouais. vois, alors tu jamais vraiment envie d'abandonner, mais je vois qu'il y a des jours où tu es plus excitée que d'autres. C'est normal aussi, c'est ça. Enfin, Mmh. c'est ça qui est difficile, je pense, avec l'entrepreneuriat, mais c'est beau, tu vois, de se lancer comme ça dans un projet, de tout construire de zéro. Est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui? Oui. Tu es fière de toi? Tu as hésité? Non, non, je pense que oui, je suis même très fière de moi parce que,
Et c'est important, je dis toujours que c'est important de prendre le temps de s'arrêter et de réaliser tout ce qu'on a accompli. Et des fois, je le fais ça. Je me dis, pour me remotiver, pour me rebooster le moral, je me dis: «Mais déjà, est-ce qu'il y a même 10 ans ou 15 ans, tu aurais imaginé être là où tu es aujourd'hui?» Et la réponse est non. Et même sans revenir même à 10 ou 15 ans, même il y a 1 an et demi, quand tu as créé Marbré, que tu t'es intéressée voilà, à un logo, un branding, enfin que tu as commencé à te pencher sur ton logo et ton branding, est-ce que tu imaginerais aujourd'hui, je sais notamment que tu travailles avec des grandes marques françaises avec lesquelles tu as des NDA, donc tu peux pas donner leur nom, mais il y en a certaines qui sont vraiment, je veux dire, des marques un peu orange, des marques avec des boîtes un peu orange, tout ça, mais bon bref, on n'a pas le droit de dire, hein. Donc du coup, tu fais des madeleines pour leurs événements. C'est ouf quand même, je veux dire, quelqu'un qui t'envoie un mail d'une boîte comme ça, quand tu es une petite baker et que tu bakes chez toi à Brooklyn et que tu viens juste de créer ta boîte, c'est quand même un accomplissement. Un très grand accomplissement. Quand j'ai reçu l'email, la première fois, pour, une grande marque française, on va dire ça comme ça, enfin Avec la boîte orange. ouais, pour une grande maison de luxe française, on va dire ça comme ça, je pensais que c'était un scam. J'ai lu l'email, j'ai dit: «Ah ça c'est un scam, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui essaie de me scammer, avoir mes codes de je sais pas quoi», et j'ai pas répondu directement. C'est après, je sais pas, je suis retournée sur l'email, j'ai lu, je suis allée sur LinkedIn, j'ai checké, la personne qui avait signé l'email pour voir si elle travaillait vraiment là-bas et je me suis dit: «Mais attends, C'est pour de vrai? c'est pour de vrai? Ils veulent vraiment travailler avec Marbré?» Et ouais, je pense qu'il faut avoir confiance en soi et manifester aussi. Comment tu manifestes? Je Comment savais je pas que tu manifestais. Comment tu manifestes? comment je manifeste? Bah, je viens de te dire. Comment? Marbré, ça va être la durée des madeleines. Ça, c'est une Ah, tu veux dire donc tu manifestation. manifestes par voilà, juste en te Ouais, disant OK. exactement. Est-ce que tu penses qu'en tant que femme noire, Mmh. black owned business, est-ce que tu penses que ça aurait été plus difficile pour toi d'entreprendre dans la Madeleine en France que ici ou pas? Clairement. Je suis noire, j'ai l'impression que ce qu'on voit, bah, pas en premier parce qu'en premier c'est ma couleur de peau, Non, mais ce qu'on en premier, retient c'est ta beauté. ah merci, tu es gentille. Ce qu'on retient, c'est que je suis française. C'est à cause de l'accent, voilà. Donc pour eux, c'est une Française qui a créé, une marque de madeleine et les madeleines, c'est français. Que je sais quand des fois, c'est moi qui est sur les stands, pendant les pop-up et que je commence à présenter le produit. On me dit des fois, «Non mais avec, l'accent français là, c'est sûr que c'est des vraies madeleines, c'est bon j'achète». Donc alors qu'en France, j'aurais peut-être eu, moins de légitimité auprès de certaines personnes. Il y a pas beaucoup de grands pâtissiers noirs, par contre il y en a. Silax, que je salue de passage, chez qui j'ai fait mon stage. Donc oui, il y a pas forcément beaucoup d'exemples à ce niveau-là. Ça manque de représentation et de diversité à ce niveau-là. Je trouve aussi qu'ici, particulièrement à New York, les small business sont très, très valorisés. Bah, par exemple, durant les pop-up encore, je vois quand je communique avec, les clients qui sont très, admiratifs, ils font beaucoup de compliments et je crois qu'ils comprennent tout le travail qu'il y a derrière, tout le travail fourni en amont en tant qu'entrepreneur. Mmh. Et d'ailleurs, je vois qu'ils essayent toujours un peu de te support quoi, de te supporter, de supporter ton business parce que parfois, bon, moi, je passe à tes pop-up, hem et la dernière fois, bah, je suis devenue vendeuse pendant 15 minutes et ma fille, elle a dit à Hafsa: «Est-ce que tu vas payer ma maman pendant qu'elle travaille?» Trop mignonne. Et du coup, non, mais je vois que les gens, c'est-à-dire au-delà des madeleines, tu as aussi quelques produits dérivés, notamment, le tote bag, tu as la casquette Marbré Oui, et on je vois a que alors nous, on a le tote bag, on a la casquette, on te supporte parce qu'on croit en ton projet et on a aussi envie de participer, tu vois, à ton expansion, on a envie de participer, de te pousser. Mais je vois qu'il y a aussi des gens qui ne te connaissent pas, je veux dire qui arrivent sur le stand ou qui te connaissent parce qu'ils savent que tu es là tous les week-ends, mais je veux dire qui te connaissent pas personnellement, qui vont en plus des madeleines acheter le tote bag, acheter la casquette, tu vois? Tu sens qu'ils le font pour eux parce que ça leur fait plaisir de l'avoir, mais tu sens qu'ils le font aussi, pour toi et pour supporter Marbré.
Oui, clairement. Après, il y en a beaucoup, je sais qu'ils achètent aussi le tote bag, parce que quand tu vois marbré, déjà, c'est en français. Donc, ça les intrigue. Oui. Et ils se disent pas, c'est une marque de madeleine ou de pâtisserie. Donc Afsa, je vais avoir une dernière question pour toi. Mais avant ça, je voudrais vous remercier d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like ou à nous laisser un petit commentaire. Et si vous nous écoutez sur les plateformes d'écoute de podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. Donc toi, aujourd'hui, tu fais des madeleines. Marbré, maintenant, on peut dire voilà, que c'est une marque connue et reconnue, que tu es quand même devenu, on va dire, la marque de madeleine, on va dire, par excellence à New York. Quand on pense madeleine, je pense qu'on pense marbré aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour l'avenir? De quoi tu rêves, en fait? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, tout simplement, de continuer sur cette lancée, avec Marbré, enchaîner les succès et qu'on puisse nous retrouver, sur, plus de points de vente. Continuer sur cette lancée, hem, pour ceux qui connaissent pas encore Marbré, bah, de découvrir Marbré, continuer à faire les événements d'entreprise, plus de pop-up et pourquoi pas, l'ouverture d'une boutique, bientôt. Inch'Allah, Inch'Allah. 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 Bah, écoute, Afsa, je te souhaite, bah, tout le succès que tu mérites. Je te vois, tu bosses dur pour, donc il y a pas de raison que ça n'arrive pas. Merci à toi encore d'être venue aujourd'hui et si l'épisode du jour vous a plu avec Afsa, n'hésitez pas à le partager avec un copain, une copine, une cousine, peu importe. Merci Afsa, Merci de m'avoir reçue, avec Ishraq. plaisir. À bientôt dans Déraciné.